Pour évoquer Yubin avec son petit-fils Jean-Christophe Hughes, c'est Caroline Weid qui nous a rejoint. 13h30, 14h30, sur la première. Un jour dans l'histoire. Eh bien, bonjour Caroline. Bonjour Laurent. On reste donc en Chine avec ce documentaire intitulé Sur la piste de Yubin. Oui, c'est un documentaire, vous le disiez, de Jean-Christophe Hughes, qui n'est autre que le petit-fils de Yubin, un étudiant chinois débarqué en Europe en 1920 pour y faire ses études. C'est un film extrêmement riche, fouillé, documenté, qui nous fait découvrir à travers une histoire personnelle, celle de toute la Chine du XXe siècle. C'est plutôt ambitieux. C'est un film à découvrir ces jours-ci à Bruxelles et à Liège. J'ai donc rencontré le réalisateur et j'ai voulu savoir, avant toute chose, pourquoi il avait tenu à faire ce documentaire précisément aujourd'hui. Disons d'abord que je suis marqué depuis toujours par mes origines chinoises. Toujours, c'est déjà un grand mot parce que l'histoire l'évoque, le film l'évoque. J'étais marqué quand j'avais 10 ans par la visite du premier ambassadeur de Chine en Belgique chez moi. Un jour, je rentre de l'école avec ma sœur Véronique et je vois dans la rue des voitures officielles, des motards. Je rentre à l'intérieur de la maison et qu'est-ce que je vois? Un groupe de Chinois en discussion avec mon père. Je me demandais à l'époque de quoi il s'agissait, bien entendu. L'adulte que je suis devenu et qui a enquêté a compris enfin la chose. Il s'agissait effectivement du premier ambassadeur de Chine venu en Belgique pour donner en l'occurrence des réponses à mon père qui se demandait ce qu'était devenu son propre père en Chine, qu'il n'avait plus vu depuis des décennies et des décennies. Par ailleurs, par après, j'étais marqué par l'histoire de la Chine de manière générale, puisque mon père étant d'origine chinoise, s'intéressait à ce qu'était la Chine à l'époque, la Chine révolutionnaire de 1949, puis celle qui avait évolué par après, en bien, en mal ou avec beaucoup de points d'interrogation. Par ailleurs, il y a quelques années, à peu près 3 ans avant la mort de mon père, celui-ci m'a donné le courrier, les lettres que son propre père lui avait écrit pendant des décennies. Il ne s'était plus vu pendant très longtemps. Quand j'étais petit, j'avais vaguement une idée de mon grand-père qui était une abstraction intéressante, mais qui était une abstraction malgré tout. Et quelques années avant la mort de mon père, sans doute comme s'il sentait ces derniers jours arriver, il me donne les lettres de son propre père. Je les prends comme un cadeau extraordinaire, bien entendu. Je les ramène chez moi et c'est dans un fouillis, c'est pas classé. Je passe du temps à classer les choses et puis je passe des heures installé dans mon lit à lire ce courrier. Et à découvrir non plus une abstraction, mais un homme en chair et en os, à travers lequel il m'a semblé voir non seulement quelqu'un qui m'était proche, mais quelqu'un qui évoquait l'histoire de la Chine, l'histoire universelle, puisque l'histoire de Yubin et l'histoire du film concernent aussi la vie des étudiants, des jeunes Chinois dans l'Europe, de la France et la Belgique en particulier, des années 30, où les personnes les plus connues, comme Deng Xiaoping par exemple, ou Xu Enlai étaient présentes, faisaient partie de ce contingent de Chinois présents à l'époque. Vous saviez quoi alors, vous, au départ de l'histoire de la Chine? J'imagine que vos connaissances se sont aussi approfondies en faisant ce documentaire. Oui, j'étais déjà très sensible à l'histoire par goût personnel, par l'engagement politique, philosophique de mon père qui est aussi le mien. Même si nous n'avons jamais été maoïstes stricto sensu, nous avons toujours eu forcément des sympathies ou des grandes curiosités pour la Chine. Je me perds un peu dans mon propos. De savoir qu'est-ce que vous connaissiez finalement de l'histoire de la Chine. Je me suis forcément toujours intéressé à la question. Cependant, non seulement à travers les lettres de mon grand-père, l'histoire de la Chine devenait quelque chose de beaucoup plus tangible. Et par ailleurs, c'est pas l'histoire de la Chine directement, c'est l'histoire des jeunes Chinois pendant l'avant-première guerre mondiale en Europe, ne sachant pas grand-chose à ce sujet-là, mais sachant que mon grand-père avait été très actif pendant cette période-là, de manière militante. J'ai fait des recherches, j'ai fait des enquêtes, là d'ordre plus historique, que ce soit en Belgique ou en France d'ailleurs. Et j'ai retrouvé des traces de l'activité des jeunes Chinois, des jeunes étudiants chinois. À Lyon, il y a beaucoup de choses. J'en ai trouvé à Louvain, à Liège, à l'archevêché de Liège notamment. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai notamment découvert un dossier de police concernant mon grand-père qui, à l'époque, dans les années 20, était comme beaucoup de ses compatriotes surveillé par la police belge parce qu'il était activiste, parce qu'il militait pour la Chine patriote, parce qu'il voulait que la Chine enfin retrouve sa dignité. C'était un combat très important à l'époque. Oui, on va évidemment rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Donc on le comprend, il y a ce terreau de base qui est le courrier, vous faites des recherches, et toutes les images, évidemment, il y a énormément d'images qui viennent illustrer ce documentaire, elles viennent d'où? Alors toutes ces images-là viennent d'un petit peu partout, dans la mesure où au départ nous n'avons eu que très peu d'argent pour faire ce film, à tel point qu'on s'est demandé, ma productrice Martine Barbet et moi-même, si nous allions poursuivre dans le projet, n'ayant pas
pas l'argent escompté, espéré. Nous avons fait des appels à l'aide, des appels à souscription, en l'occurrence par le crowdfunding notamment. Nous avons été soutenus par des structures de production importantes, Wallonie Image Production notamment. Nous avons aussi l'aide de la RTBF. Mais bref, nous n'avions quand même pas suffisamment en tout cas pour entamer le travail que nous avions projeté. Oui. De sorte que les images, il a fallu les trouver un petit peu partout, vraiment partout, fureter partout les images les plus accessibles. Nous sommes allés notamment sur des sites d'archives américains, des sites où il y a des archives vraiment très intéressantes qu'on peut se procurer de manière gratuite. Il y a aussi des choses tout à fait pratiques. J'ai un accord avec le Centre d'archives du Parti communiste français avec lequel nous avons convenu un accord d'échange, par exemple. Donc il a fallu, pour construire ce film, pour avoir des images d'archives qui parlent, procéder de cette manière-là. Mais ces images d'archives-là ne sont pas là en illustration, elles font vraiment partie du film, elles évoquent vraiment une partie de l'histoire de Yubin, quelque part, de ma famille, et du peuple chinois. Au XXe siècle. Alors à vous entendre, il y a eu la découverte de cette correspondance, les recherches que vous avez menées un petit peu partout, l'acquisition de ces images. C'est un travail de titan. Énorme. D'autant plus que, je le répète, nous avions vraiment très très peu de moyens au départ. C'était énorme. Le travail s'est étendu sur 4 ans quasiment, quoi. Entre les recherches, les attentes de réponse pour des sollicitations financières qui finissent par un oui, par un non, le temps finit par s'étendre et ça s'est étalé effectivement sur 4 années. Je regrette d'autant plus que mon père aura vu les prémices de ce film en devenir qu'il n'en aura jamais vu l'aboutissement. Ça, c'est un de mes grands regrets, évidemment. Je voulais aussi préciser, comme vous parlez des motivations de ce film, je le savais, mais aussi là de manière abstraite, mais en enquêtant, je m'en suis vraiment rendu compte là. Je me suis redécouvert petit-fils d'immigrés chinois, je me suis redécouvert petit-fils d'immigrés, et à cet égard, ce film-là, pour moi, est un film qui concerne tous les immigrés de tous les pays du monde, de toutes les régions du monde, de tous les temps. C'est quelque chose qui évoquera ce que beaucoup de familles d'immigrés aujourd'hui, ou de familles de Belges d'origine immigrée, beaucoup de Belges feraient bien de s'en souvenir, pourront retrouver dans ce film. Il y a beaucoup de choses qui les concernent directement. J'ai des amis du Daghestan qui me parlent régulièrement de leurs conditions de vie, mais aussi l'éloignement familial, les inquiétudes, et je leur ai dit à quel point, quand ils me parlent de leur propre situation, ils me ramènent à mon projet de film, me ramènent à Yubin. En ce sens, Yubin est un projet sans trop de prétention, mais je vous donne les motivations ici, un projet vraiment universel dans son propos. Il ne s'agit pas du tout d'un propos personnel simplement, il ne s'agit pas du petit regard sur son petit nombril, il s'agit vraiment, à travers Yubin, d'envisager quelque part l'humanité, une part d'humanité en tout cas. J'ai donc grandi sans rien connaître de mon grand-père, auteur en partie de mon existence en Belgique. Des lettres, les siennes, redécouvertes il y a peu, quelques photographies, quelques vagues souvenirs de mon propre père. Mais rien de suffisamment clair pour révéler son visage de la brume. Qui était-il? Comment? Pourquoi est-il venu en Europe? Quels étaient ses rêves? Il y a peu, je partais alors à la recherche des traces de Yubin, en France, en Belgique, prêt à confronter les réalités de l'histoire à l'imaginaire chinois de mon enfance. Extrait donc de ce documentaire sur la piste de Yubin, réalisé par le petit-fils, donc Jean-Christophe, Caroline. Oui, alors on l'entendait ici, le réalisateur avait finalement peu de matière à sa disposition avant de commencer ce film. Il avait surtout plein de questions, et l'une des questions qu'il s'est posée, évidemment, c'est de savoir pourquoi son grand-père avait débarqué en Europe en 1920, plus précisément en France, en fait, au départ, et Jean-Christophe Yub va nous l'expliquer. Il vient en Europe, il est envoyé en Europe par des progressistes chinois, je vais les appeler comme ça, qui s'appelle le mouvement Travail-Études, qui entendait envoyer des jeunes Chinois non fortunés faire des études en Europe, en France. D'abord parce que la France était considérée comme le pays des Lumières, le pays de la Révolution française, et le pays susceptible de non seulement nourrir intellectuellement les jeunes étudiants arrivant sur son territoire, mais susceptible aussi d'ouvrir l'esprit des jeunes Chinois. Le pari des intellectuels progressistes chinois, en l'occurrence à l'époque, était d'envoyer des jeunes Chinois, les faire revenir et les encourager à reconstruire, à construire une Chine nouvelle, une Chine éminemment moderne. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et donc il les encadrait pour les aider à trouver un travail à côté de leurs études. Ça s'est fait plus ou moins comme ça, de manière souvent aléatoire. La plupart du temps, en fait,
sauf les jeunes Chinois fortunés malgré tout, les jeunes Chinois devaient se débrouiller pour trouver de quoi payer leur logis, leur manger. Donc ils devaient travailler en usine bien souvent, donc ce n'était pas facile. Des conditions de vie vraiment très difficiles. La Chine en est où là en 1920, au moment où ils débarquent? C'est un pays qui est colonisé, c'est un pays qui est occupé par les puissances étrangères, c'est l'époque des concessions internationales, c'est l'époque que Malraux évoque dans l'un de ses livres où il raconte ce parc de Shanghai à l'entrée duquel est écrit « Interdit aux chiens et aux Chinois ». Donc vous imaginez l'humiliation terrible que les Chinois pouvaient ressentir en voyant ce genre de choses-là. C'était ça la Chine à l'époque, c'était un pays qui était d'une très grande tradition culturelle bien entendu, mais complètement mis sur le côté, humilié par les puissances occidentales. Quant au peuple chinois de base, il continuait à trimer pour le moins. Ouais, et avec la bourgeoisie chinoise qui s'en sortait bien. Et l'ambition de votre arrière-grand-père, c'était d'envoyer son fils faire ses études, revenir en Chine et peut-être pouvoir essayer d'avoir un travail plus important. Un travail plus important, mais ça allait au-delà de ça. L'état d'esprit était vraiment de participer à la reconstruction d'une identité nationale autonome et libre. C'était ça les enjeux fondamentaux à l'époque. Ouais. Est-ce que votre grand-père et sa famille savaient dans quelles conditions vivaient les étudiants chinois une fois qu'ils débarquaient ici? Parce que quand on regarde le film, on se dit que c'était vraiment difficile. Il fallait vraiment difficile. le vouloir. Je ne pense pas qu'ils le savaient, vu que les relations n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, à l'heure d'Internet ou même du téléphone. Les liaisons étaient vraiment très, très difficiles. Elles étaient simplement littéraires de temps à autre. Le seul lien tangible que j'ai retrouvé, c'est cette photo vers le début du film où on voit ma famille, c'est une photo du début des années 20, c'est une photo de ma famille où on voit mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère avec les pieds de lys, des arrière-grands-oncles et tantes. Cette photo-là a été envoyée à mon grand-père, qui est en Belgique, pour lui rappeler certainement à son bon souvenir, dire qu'on est toujours là, n'oublie pas de revenir. Mais à ma connaissance, c'est la seule trace qui est restée de ce point de vue-là. Donc à mon avis, non, la famille chinoise ne savait pas exactement ce qui se passait par ici. Ouais. Alors il débarque, pour en revenir à votre grand-père, Yubin, il débarque en France. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Et il débarque en France et il est pris en charge d'abord par le mouvement Travail-Études qui organise la dispersion des jeunes étudiants chinois un petit peu partout en France. Donc il voyage de ville en ville. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement à chaque point de chute. Je n'ai pu que retrouver que quelques lieux où il y avait des traces tangibles entre ces moments-là. Je ne peux qu'imaginer des mouvements, des questionnements aussi. Donc je ne peux qu'imaginer des choses. Donc je sais qu'il est pris en charge par le mouvement Travail-Études, qui fait des recherches pour du travail. Je retrouve ces traces à l'école Saint-Vincent de Rennes. Et là, je retrouve à son sujet, là, à l'Université catholique de Louvain, en l'occurrence, plein de lettres, de courriers d'échange entre mon grand-père et un prêtre, le père Leb en l'occurrence, qui s'occupait des jeunes Chinois de manière active, de manière intéressée, puisque c'était la Chine, c'était l'époque où la Chine était aussi occupée par l'Église quelque part, mais aussi de manière sincère. J'ai retrouvé à travers le courrier adressé au père Leb et écrit par le père Leb beaucoup de tendresse à l'égard des Chinois, de mon grand-père par exemple parmi eux, à tel point que le père Leb finit par porter un nom chinois, il est devenu Lei Mingwan, et qu'il est devenu lui-même de nationalité chinoise. Donc voilà, mon grand-père je retrouve ses traces à Rennes, et puis selon son courrier, je devine qu'il est passé à Paris, parce qu'il ne supportait plus les études au collège de Rennes, où il était un adulte parmi des enfants. Oui, parce que ce qui était difficile, c'est qu'il débarque, j'imagine qu'il ne maîtrise rien du français, donc c'est bien de vouloir faire de hautes études, mais il faut d'abord avoir les bases. Voilà, c'est pour ça qu'on les envoie d'abord dans des collèges pour apprendre le français. Mais cette époque-là aussi, c'est un moment où ils sont un peu récupérés aussi par l'Église qui était à l'époque de voir trop de jeunes Chinois, pas seulement eux, mais trop de jeunes Chinois en l'occurrence ici, pris en charge ou encadrés ou accompagnés par les mouvements révolutionnaires qui à l'époque avaient vraiment pignon sur rue. C'est peu après la révolution soviétique. Le Parti communiste chinois s'organise en France aussi. Il y a beaucoup de mouvements de résistance patriotes qui s'organisent. Il est important pour l'Église à l'époque, une partie de l'Église en tout cas, de récupérer ces âmes en errance, et de les remettre dans le giron de l'Église. Les envoyer dans le collège, c'était intéressant parce que là, il y avait la garantie d'un contexte chrétien qui était plus difficile à contrôler dans le cas d'université plus large, plus ouverte, plus étendue. Alors il n'en peut plus effectivement de ce collège parce qu'il a plusieurs années de plus que les autres élèves. Comment est-ce qu'il se retrouve après en Belgique? Parce que vous, votre famille est installée ici, votre père a vécu ici, même s'il a été à Paris aussi. Quel a été le lien finalement entre la France et notre pays à un moment donné?
Là, j'ai dû remplir des pointillés une fois encore. Une fois après Rennes, je vois d'après ces lettres qui se trouvent à Paris, du côté de Saint-Germain, etc., chez des amis. Il doit certainement chercher du travail. Et puis après, je n'ai plus de traces. Je retrouve des traces dans un autre centre d'archives. Dans un centre d'archives, les archives du Royaume en l'occurrence, je retrouve un dossier de police concernant mon grand-père. Alors j'ai dû prouver pour avoir accès à ce dossier de police que j'étais bien de la famille Hu, fils de Georges Hu et descendant de Yubin. Donc là j'ai vraiment dû lui montrer patte blanche, c'est bien moi. Et en lisant ce dossier de police, là je me suis rendu compte que, tiens, à cette date-là, il est en Belgique. Donc je n'ai plus de traces de lui après Rennes, Saint-Germain à Paris. Donc j'imagine qu'il a fait le passage à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, je le vois engagé dans des mouvements politiques, dans des mouvements associatifs, pour la défense, pour la promotion, pour la défense de l'identité chinoise, dans une acception large et tolérante, bien entendu. Il n'y a jamais de nationalisme chez Yubin et chez moi non plus, bien entendu. Et donc, ces études supérieures, il les a faites où, finalement? Alors, il a d'abord demandé au Père Leb pendant longtemps, quand il était encore à Saint-Vincent de Rennes. Et après, s'il vous plaît, j'en peux plus de me trouver avec des jeunes enfants. Tout le monde est bien gentil, mais je me sens perdu parmi des jeunes enfants. Trouvez-moi une école pour faire des études d'ingénieur, trouvez-moi un professeur pour apprendre des mathématiques, aidez-moi à apprendre. Ce qu'il dit là, beaucoup de jeunes Chinois de l'époque le disaient, c'est un cas particulier, mais ça reflète ce qui existe à l'époque. Apprenez-moi à apprendre, je suis là pour apprendre, pas seulement pour me trouver avec des jeunes enfants. Voilà, le bruit des cours de récréation des jeunes enfants, c'est plus de mon âge. Je veux étudier. Je sais qu'il demande à étudier du côté de Mons, de Louvain, s'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose à Louvain. À Liège aussi, peut-être, trouvez-moi quelque chose. Et il se fait que, poursuivant les petits pointillés, je comprends qu'il a enfin commencé des études à l'école de Glon-Liège, où il entame des études d'ingénieur électricien. Il fait ses études. L'idée, c'était de rentrer au pays après ses études. Il ne reste pas. Il reste en Belgique. Il fonde une famille. Il rencontre votre grand-mère. Votre père naît de cette union. Il a fondé cette famille, mais sa famille l'appelle en Chine. Mais sa famille l'appelle en Chine, oui, effectivement. Ça a dû certainement commencer avec la photo de famille du début du film. Mais son père lui écrit effectivement pour lui dire, écoute mon fils, je ne m'en sors pas, ta mère devient aveugle, elle crache le sang, ta grand-mère est en train de disparaître, j'ai du mal à nouer les deux bouts. Il fait appel à son fils, l'aîné de famille, viens m'aider s'il te plaît à m'occuper de la famille, à t'occuper des nôtres avec moi. Donc il le sollicite, et Yubin rencontre à cette époque-là une situation difficile. Il a rompu avec le Père Leb pour des raisons inconnues, mais il a certainement compris, pris acte que l'Église avait tellement d'intérêt que la sincérité du Père Leb est apparue en fond de décor finalement. Il a appris aussi que l'un de ses proches collaborateurs, compatriotes, militants, avait fini par vendre un petit peu sa chemise en trahissant des cellules communistes chinoises à Louvain. Il est par ailleurs très désargenté, il ne trouve pas de travail, et en plus il est rappelé par son père. Donc j'imagine qu'il a dû vivre une période vraiment très très difficile, au cours de laquelle il s'est demandé qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je reste en Belgique, j'ai une femme, j'ai un enfant, ou est-ce que je rentre au pays parce que mon père m'appelle et parce que la situation en Chine est difficile. Donc j'imagine que la situation était vraiment très très pénible à ce point de vue-là. Mis sous pression permanente et sollicité par son père lui-même en difficulté, Yubin se résout la mort dans l'âme à quitter son épouse Lambertine pour rentrer en Chine avec son fils Georges qu'il désire présenter à sa famille. La date de mon départ est fixée le jour où j'aurai le visa de l'Union soviétique. Sachez pour l'établissement des documents de voyage que je voyagerai en 3e classe. Voici le nom de mon fils, Georges Armand Hu, né à Liège le 17 décembre 1927. Mais préoccupé par les dangers que pouvait connaître son fils dans une Chine explosive, c'est sans Georges que mon grand-père décide de rentrer dans son pays d'origine. À Shanghai d'abord, puis à Nankin, où il retrouve son père et sa famille. Sur la piste de Yubin, c'est un film que vous pourrez voir entre autres ce mercredi à Flagey à 21h30, Caroline. Oui Laurent, et vous l'entendiez, Yubin rentre seul en Chine au début des années 30. Il ne reverra jamais sa femme, il ne reverra jamais son petit garçon. En revanche, il y a cette correspondance à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, le terreau de base de ce documentaire. J'ai demandé au réalisateur si cette correspondance, le seul lien entre le père et son fils resté en Belgique, était finalement volumineuse.
Ah, c'est des dizaines et des dizaines de lettres, oui, tout à fait, oui. Et des lettres superbes, ne serait-ce que simplement parfois le côté matériel. J'ai des lettres écrites sur papier de riz qui sont vraiment émouvantes, ce sont des œuvres d'art quasiment. Ici plus particulièrement, j'ai pris avec moi ici une lettre de mon arrière-grand-père qui écrit aussi à mon père peu après la Deuxième Guerre mondiale. Les liens ont été coupés pendant très longtemps, hein. Entre le retour de mon grand-père en Chine et le début de la correspondance régulière entre mon père en Belgique et la famille chinoise, il y a la révolution, il y a la guerre qui se passe, hein. Mais dans fin des années 40, il y a mon arrière-grand-père qui écrit à mon père une très très belle lettre chinoise, une calligraphie extraordinaire. J'ai montré ça à des amis chinois qui m'ont dit c'est vraiment une calligraphie, c'est de très haut style. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était du papier de riz en plus. Donc vous imaginez un A3 quasiment. Ici, il s'agit d'une réduction, c'est de la radio, mais je le montre quand même sur un A3 écrit comme ça, sur papier de riz, c'est une œuvre d'art extraordinaire. Et le contenu ne l'est pas moins. Mon arrière-grand-père demande, d'abord est très fier, il explique, je suis très fier d'avoir un petit-fils chinois qui en plus fait de la comédie et dans le cinéma, etc., le théâtre. J'aurais préféré qu'il fasse quand même des études d'ingénieur, hein, c'est un peu la tradition familiale, pour revenir au pays et participer à la construction du pays. Mais enfin, je suis quand même fier. J'espère que les choses se passeront bien dans ta vie. J'espère que tu rencontreras une femme chinoise, une femme chinoise, et que tu reviendras au pays pour participer à la construction du pays. Donc il y a des relations à la fois de tendresse et des relations vraiment sérieuses aussi, où l'obsession de la famille, c'est aussi ça. Ils veulent, Yubin, mon arrière-grand-père, qui a participé à la première révolution de Sun Yat-sen en 1911 contre le dernier empire chinois, ils ont vraiment à cœur, c'est ma famille comme ça en Chine aussi, encore maintenant, la reconstruction d'une Chine libre, indépendante, fraternelle et populaire. C'est des grands défis. Enfin, plus ou moins vraiment dans tous les sens du terme, mais c'était ça les enjeux dans l'esprit de ma famille et de beaucoup de familles chinoises à l'époque. Oui. Et quand il rentre justement au début des années 30, c'est quoi la vie qui l'attend là-bas? Une vie incertaine. Il a fait des études ici, donc il espère avoir du travail un petit peu à la hauteur des études qu'il a fait ici. Il se retrouve en Chine dans des conditions assez difficiles. La Chine est dans un pays en guerre. Il y a des mouvements sociaux. La révolution se prépare. Il y a plein de choses qui se passent. Par ailleurs, le travail, il n'en trouve pas directement. Il est considéré par beaucoup de Chinois de l'époque comme quelqu'un n'étant plus au fait des réalités de la Chine qu'il redécouvre, et il fait des petits boulots par-ci par-là, fonctionnaire, je sais il travaille un peu dans la police, il fait tchic, il fait tchac pour essayer de nouer les deux bouts. Donc c'est vraiment pas facile. Jusqu'à la découverte apparemment d'une nouvelle passion pour l'acupuncture. Hein, voilà, qui est venue plus tard. Oui, voilà, dont il parlera beaucoup à votre papa dans les correspondances. Alors, on peut pas tout évoquer, toute la période de Mao, on vient d'en parler dans la première partie d'émission. Vous, aujourd'hui, j'ai envie de revenir à vous pour finir. Quel est votre lien? Comment est-ce que vous décririez-vous votre lien à la Chine aujourd'hui? Je savais que j'étais un quart chinois, je le sais encore plus maintenant. Je sais que je suis petit-fils d'immigrés, ça j'insiste vraiment, je suis un enfant de l'immigration, comme plein de Belges qui ont si souvent tendance à l'oublier. Par ailleurs, je garde une fascination, c'est pas le mot, j'étais très fasciné quand j'étais enfant, mais c'était un regard d'enfant, mais qui reste quand même vrai au fond de moi-même, hein. Mais je suis forcément très intéressé par ce que devient la Chine, en bien ou en mal. J'avais beaucoup d'espoir il y a longtemps, j'ai toujours été un partisan et je reste un partisan de la révolution de 1949, en l'occurrence la révolution du 1er octobre 49. L'avènement de Mao Tse-tung est un événement d'importance mondiale à l'échelle humaine. C'est la première fois que la Chine se met debout, véritablement debout, et entame une construction d'elle-même, par elle-même, de manière magistrale. Les choses après ont évolué de manière très aléatoire. On ne peut pas tout mettre considéré ni en bien ni en mal. Les choses sont très complexes. Aujourd'hui, je suis entre scepticisme et inquiétude. Mais je garde toujours en moi les valeurs de 1949. Je garde aussi toujours en moi les valeurs de l'enfant que j'étais, et je raconte ça au début du film, qui dans les années 70 regardait Le Cerf-Volant du bout du monde, ce très beau film des années 50 français, qui raconte en gros une histoire d'amitié entre des jeunes Chinois et des jeunes Parisiens, des jeunes Français, qui découvrent un cerf-volant chinois arrivant dans les faubourgs de Paris. Et ce film était porteur de valeurs universelles, de fraternité universelle. Je suis toujours porteur quelque part de ça. Enfant de n'importe où, si tu trouves cet oiseau, regarde-le bien. Parce que les enfants de partout, ils ont toujours rêvé qu'un jour, ils iraient ailleurs.
Et voilà une phrase extraite de ce film Cerf-volant du bout du monde de Roger Pingot, dont parlait Caroline Jean-Christophe Hu. Oui, on n'a pas évoqué le tiers du quart de ce qu'il y a dans ce film. On n'est pas entré dans la période maoïste parce que vous en aviez parlé dans la première partie d'émission. Mais on découvre en tout cas mieux la Chine et ce fil rouge personnel m'a bien plu. Sur la piste de Yubin, c'est à voir à Flagey ce mercredi 20 à 21h30. Vous pouvez aussi le découvrir à Liège, au Churchill, où il y a pas mal de séances, notamment aujourd'hui à 16h15, mercredi à 16h, samedi à 15h30. Enfin, renseignez-vous, il y a pas mal de projections prévues là-bas. Merci Caroline. Avec plaisir, à bientôt. Laurent. 13h30, 14h30 sur la première.